Voyons. Segundo de centrarse. D'accord. Donc, les REDIM, rappelez-vous, cet outil qui nous donne la permaculture, on parle des REDIM, on pourrait parler d'autres. Cette méthode, l'important, cette méthode sert à quoi? C'est à nous organiser pour changer notre façon d'agir normale, pour vraiment aller dans la ligne de pouvoir matérialiser les choses qu'on veut faire. Donner à notre vie le sens qu'on veut les donner, faire les choses qu'on veut faire. Parce que comme on disait avant, hier, rappelez-vous, on est dans une société qu'on ne met pas la question de qu'est-ce qu'on rêve, qu'est-ce qu'on aimerait faire. En fait, il y a des rêves déjà à la carte. Beaucoup de eux, bien en fonction de quelle est ta famille de naissance, ta classe sociale, etc. etc. Ce sont des rêves tout faits, qu'on peut acheter presque au supermarché. On les a définis parfois même comme un rêve global, les rêves américains. Et c'est ça qu'on fait normalement. Et c'est ça qu'on est en train de nous donner toute une série de gros problèmes dans tous les aspects social, politique, économique, écologique, etc. etc. Parce que vraiment, on ne se met pas la question de qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, au centre de tout processus de conception en permaculture, les premières étapes super importantes, c'est pouvoir sortir ça. Et ça, c'est le truc que nous on a défini comme les rêves. Les rêves, c'est le moteur, va être l'essence de vos projets, va être la dose d'illusion. On parlait l'autre jour avec Benjamin, les capitales illusions, les et motivation, illusion, comment ça veut dire? Ouais, l'enthousiasme. L'enthousiasme. Cette capitale, il faut les gérer très très bien. Parce que sans ça, vous n'aurez pas de combustible pour avancer. Dans les rêves, on met aussi tout ce qui est valeur. C'est ce qui est vraiment, vraiment important pour nous. D'accord? Rêve, c'est pas forcément un château en Espagne. Enfin, c'est pas forcément quelque chose de fantasmagorique. C'est vraiment voilà, ce qui est essentiel, le moteur. Pour faire ça, il y a plein d'outils. Vous voyez, en fait, dans chaque étape, on va vous présenter toute une série d'outils. Est-ce que vous connaissez d'outils qui peuvent vous aider? Est-ce que quelqu'un a fait un travail personnel ou collectif pour définir quelle est la vision du projet? Ouais, un peu dans un AGEA, quoi. Un quoi? Un AGEA. Une analyse d'une exploitation agricole, en fait. Sur la durabilité, comme on expliquait hier, environnementale, sociale et économique. Voilà, ces choses-là. Et puis surtout, est-ce qu'il y a vraiment au fond de nous. Et vous avez fait accompagner pour quelqu'un extérieur ou J'ai fait pour mon projet une partie déjà. Et du coup, ouais, je vois à peu près ce qu'il faut faire. Et comment est-ce que tu as procédé pour identifier? Il faut vraiment creuser à l'intérieur de soi et sortir. C'est plus que des sentiments. C'est pas évident à faire. Il faut beaucoup questionner la personne en fait pour vraiment ce qui est au fond de la personne ressorte, quoi. Pour avoir des finalités, des objectifs, prendre des décisions par rapport après, je pense qu'on va y venir par rapport à ce qu'on a déjà, les ressources sur place, en foncier, en bâtiment, en source d'eau. Voilà, quoi. Oui, après c'est beaucoup plus pragmatique. Ouais. Oui. Mais on part d'une chose qui n'est pas du tout pragmatique. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont fait des choses comme ça? Bilan de compétences accompagné par un coach et un psy pour bien définir les attentes avec les ressources personnelles. C'était uniquement basé sur la personne. Ouais. Tu l'as fait avec Pôle d'emploi ou recommandé pour Pôle d'emploi, ça? C'est moi qui ai demandé à le faire. Toi qui l'as fait. J'ai choisi une... J'ai pas voulu passer par Pôle emploi justement parce qu'il faisait le travail en groupe. Et j'avais pas très envie de... J'étais pas encore assez sûr de moi pour me présenter parce que je voulais vraiment me mettre à nu en gros. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez intime. Et ce qui m'a interpellé aussi de ce que tu as dit, c'est évidemment le lien avec les sentiments. Effectivement, le rêve, c'est une partie qui est assez émotionnelle en fait. Une façon d'identifier quel est vraiment notre rêve, notre moteur, c'est justement en étant attentif à comment on se sent. Dans quel moment est-ce que je me sens vraiment réalisée? Ou quelles idées, quelles images amènent en moi un sentiment de plénitude?
ou au contraire, quels autres génèrent en moi de la tension, de l'anxiété, du stress. Voilà, parce que des fois, c'est pas tout à fait du domaine du rationnel. Rationnellement, on pense qu'on veut faire ça. Et en fait, au fond de nous, il y a quelque chose dans notre estomac ou quelque part qui se noue. Ou au contraire, qui se détend. Donc voilà, c'est des petites choses aussi auxquelles on peut être attentif pour vraiment identifier ce moteur profond. Moi que par exemple si dans ta journée, si on te dit voilà tu vas mourir dans pas longtemps, qu'est-ce que tu garderais dans ta journée? Si tu gardes la majorité des choses que tu fais dans ta journée, c'est que finalement tu as trouvé un sens, tu es plus ou moins sur la voie sur la voie que tu t'étais donnée. Si tu dois tout changer dans ta journée, c'est que finalement tu vis pas tes rêves en fait. En gros. Une bonne façon d'évaluer rapidement. Ouais. Tu changerais beaucoup de choses. Un autre petit test aussi qu'on peut faire, c'est aussi pour en fait séparer quels sont nos rêves, des rêves, comme on dit, des rêves prêtés ou imposés, des rêves de notre entourage. Il faut aussi, souvent en fait, nos rêves, c'est les choses qu'on s'imagine faire vis-à-vis de l'extérieur. Si je fais ça, mes parents seront contents, le conseiller de la chambre d'agri sera content. Donc aussi essayer vraiment d'identifier ça et d'imaginer des choses qui sont vraiment importantes pour vous, même si votre papa et votre maman trouveront ça nul, ou votre conseiller Pôle emploi, ou pour vous c'est vraiment important. Voilà, de faire la part des choses, quoi. Qu'est-ce que je fais pour moi, qu'est-ce que je veux pour moi, et qu'est-ce que je veux pour les autres. En tout cas, il y a plein d'outils différents. Je vous anime à creuser. Beaucoup d'entre eux rentreront dans la classification des outils d'autoconnaissance. Parce que pour moi, c'est essentiel. Rêver a besoin d'une bonne dose de conscience, de discipline et d'expérience, je dirais aussi. Conscience parce que c'est très très difficile pouvoir savoir où on va si on ne se connaît pas un peu, si on n'a pas on n'a pas pris une certaine conscience de comment on est en rapport au monde extérieur, aux autres. Du coup, il y a tout ce travail à faire. C'est un travail toute la vie. Mais bon, il faut arriver à une certaine étape pour vraiment pouvoir savoir vers où on va. On parlait l'autre jour avec un copain de dire l'absurdité de quand on avait 17 ans et on nous a mis en face d'une feuille pour marquer quelles étaient les études, quel était le travail qu'on voulait faire le reste de notre vie. Tu vois, des gamins de 17 ans qui en plus étaient dans une société qui infantilise à fond. Donc, du coup, à 17 ans, vraiment, on n'est pas en âge mental de 17 ans. Et on n'a pas l'expérience, on est coupé de la réalité, on n'a pas vécu suffisamment de choses pour savoir justement ce qui résonne en nous, au contraire, ce qui ne nous correspond pas. Donc voilà, on nous a mis une feuille là et remplie par préférence. Qu'est-ce que tu veux faire les prochains 45 ans de ta vie? Bon. Et là, on se dit, mes parents pensent que ça serait bien, mes profs m'ont dit que j'étais bon pour ça, ça par contre, il paraît que je suis nul. Les jours de demain, si je vais avoir un bon salaire, peut-être, il faudra que je mette ingénieur dans la première case. Bon, donc pour tout ça, conscience, discipline, parce que vraiment, c'est pas facile sortir de cette habitude de déléguer. On est dans une société de délégation. Les experts savent. Donc il faut vraiment se confronter à beaucoup de blocages intérieurs qui vont nous amener tout le temps à une situation de rester dans l'état de confort. C'est beaucoup plus simple. Donc vraiment, il faut lutter contre une-même pour ça. Et la dernière chose que je dis, c'est expérience. Et expérience, c'est parce qu'en fonction de la diversité des choses que j'ai vues du monde, la quantité de façons différentes de vivre, pour moi, c'est beaucoup plus simple de créer ce rêve. Si on a connu seulement une chose, c'est très très difficile de dessiner un tableau différent. Si dans notre palette d'options, on a 2 couleurs, on va pouvoir dessiner un tableau, mais va se ressembler beaucoup à les choses qui nous entourent si toujours on a grandi à ça. Donc là, ça rentre comme une chose que personnellement on a eu la chance de vivre, de voyager par exemple. Voyager en couple si vous avez un projet en couple, voyager en groupe si vous avez un projet de groupe, voir différents lieux, vous faire à vous-même une idée de cette diversité pour vous enrichir avec des possibles, simplement. Et effectivement, voir
comment vous vous sentez dans ces cas-là. Lorsqu'on se retrouve, que ce soit à deux, en couple ou en collectif, et qu'on est juste autour d'une table et qu'on discute, on est très facilement d'accord. On utilise les mêmes mots, on dit oui, ça je veux ça, ouais, moi je veux la même chose, et puis ça, ouais. Oh, on est super d'accord. Et après, lorsqu'on est dans des situations concrètes, lorsqu'on va ensemble, je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà quand vous allez visiter des lieux, sur le papier c'était idéal, une fois que vous y êtes, non, ça vous correspond pas, ça vous plaît pas. Et vous pouvez pas forcément l'expliquer. Ou lorsqu'on fait du woofing comme on a fait avec Joanne, il y a des lieux dans lesquels on se sent super bien, ça nous inspire, ça nous nourrit. Il y en a d'autres où pas du tout. Et c'est pas forcément rationnel et on n'aurait pas pu l'anticiper à l'avance. D'où vraiment l'importance de l'expérience et de l'attention qu'on porte à comment on se sent lors de ces expériences. Et sortir du rationnel et des mots. Donc voilà, pour finir le blablabla, rêver c'est essentiel. Et rêver c'est le moteur de vos projets. Et rêver a besoin d'une bonne dose de conscience, de discipline et d'expérience. À vous maintenant de gérer ça et de trouver les outils pour réussir ça. Sinon, toi, d'après votre expérience, quel outil vous paraît le plus adapté ou le mieux? Ou est-ce qu'il y a déjà un vrai outil pour ça? Il y a plein. Il y a plein. À niveau, par exemple, de dynamique de groupe, il y a les rêves du dragon, que c'est toute une méthodologie pour, en tant que groupe, définir quel est le rêve, quelle est cette vision commune, cette mission. Il y a plein, il y a des outils d'autoconnaissance. Vous pouvez partir dans la méditation, dans plein de trucs. Vraiment, chacun doit trouver les trucs bien adaptés et peut être adapté pour une étape et après être pas suffisant et partir sur une autre chose. Mais l'important est très conscient de qu'il faut faire ce travail et qu'il ne va pas venir toute seule, qu'il faut y aller. Il faut, et en français vous avez cette expression de se faire un peu violence. Parce qu'il faut sortir d'une situation de confort dans laquelle on a grandi, dans laquelle on a été éduqué et qui a blindé l'effet de que des personnes commencent à vivre sa vie. C'est une société où beaucoup de gens prennent conscience de ça. C'est une société que c'est très difficile à gérer dans les termes que d'habitude on est habitué à gérer les sociétés. C'est impossible. Tu ne peux pas manipuler la masse si la masse a réussi à faire ce travail. Un bon indice, c'est quand ça commence à faire peur. Il y a un truc qui te fait peur, ah là il faut que j'aille le voir. C'est un bon truc ça. Ça te permet d'avancer quoi. C'est comme ça que je fais et ça marche bien. Ça te fait peur et donc tu creuses pour comprendre qu'est-ce qui génère cette crainte en toi. Ouais, ça marche bien. Tu veux voir un ours comme ça? J'ai pas trop vu d'ours encore. La prochaine fois j'essaierai. J'ai pas trop peur en fait de l'ours comme ça. T'as un exemple concret d'un truc auquel tu t'es confronté récemment ou tu t'es dit ça et t'as fait ce truc-là justement? Oui, c'est par exemple, là le truc que j'essaie de voir en ce moment c'est la danse en fait. Parce que pour plusieurs raisons à la fois physiologiques et je pense des blocages mentaux, j'ai du mal à me lâcher plus en dansant. Et donc là maintenant je me mets plus à danser spontanément ou alors à aller dans des endroits. Et c'était un petit truc que je voulais faire depuis longtemps. Et en fait ça ouvre aussi d'autres possibilités. Mais voilà. Et elle est d'accord. C'est chanté. Vas-y. Tu peux nous faire une démonstration? Voilà. Cette soirée, on va organiser. Pour voir si tu as vraiment vaincu ta peur. Avec la caméra en face. Bon, on va pas s'étaler énormément sur ce sujet. Vous voyez que c'est très vaste, que parfois c'est très inconsistant, on ne sait pas vraiment comment s'y prendre, mais vous verrez que si vous commencez à cheminer, vous trouverez de petit à petit toutes les réponses à l'histoire. Et juste pour répondre à ta question en 2 secondes, là encore une fois, plus que des techniques, ce qui est important c'est de comprendre un peu les principes, ce dont on parlait. Déjà, voilà, élargir le champ des possibles, multiplier les expériences, être attentif à ses sentiments, faire un travail sur soi pour réussir à se détacher de l'opinion des autres. Tout ça, c'est des principes. Et après, chacun doit aussi inventer la technique et les outils qui lui permettent d'appliquer ces principes, quoi. Encore une fois, attention aux
aux recettes toutes faites ou aux méthodes de développement personnel qu'on vous colle en vous disant ça c'est la façon. Donc maintenant, on va faire les liens entre ses rêves et besoins. Ben non, il avait écrit le rêve. Oui, c'est comme ça. Donc l'idée c'est pouvoir, parce que parfois on se mélange, de dire quel est mon rêve, mais j'ai besoin, et parfois on parle en termes de que on est en train de parler des besoins, quand en théorie on devrait être en train de parler des rêves. Pour vous faire une petite différence, avant de partir sur un exercice, on va vous demander d'écrire, de vous prendre un temps pour écrire, pour faire un dessin, pour écrire une chanson ou poésie, c'est pas les trucs que vous voulez, pour essayer de commencer à travailler ce rêve. D'accord? Donc, petit truc pour différencier ce rêve-besoin, pour que vous ne commencez pas à noter des besoins dans votre histoire. Les rêves complètement abstraits, les rêves, en faisant l'analogie avec les rêves oniriques, quand on dort, je ne sais pas si vous avez essayé, j'imagine, sûr, de raconter un rêve à quelqu'un. Vous êtes conscient de que c'est impossible. Un rêve est formé de plein d'images, d'émotions, de sensations. C'est un contexte. Parfois, vous pouvez avoir des rêves qui paraissent que sont comme des films. Mais sinon, la plupart des fois, c'est très abstrait. La temporalité n'existe pas, l'espace non plus. Les personnalités peuvent se changer rapidement dans les mêmes individus. Tu peux avoir 2 personnes, 3. C'est des trucs super complexes. Expliquer ça, essayer de transmettre ça, c'est impossible avec les paroles seulement. Donc voilà, par définition, un rêve doit être très très abstrait. Un rêve a 0% de concret et de pragmatique. Donc si vous voyez que quand vous commencez à écrire, vous êtes en train de dire déjà des trucs très concrets, tu vois, de l'ordre... Les choses très concrètes, ça peut être des images. Et pour moi, un rêve, on peut avoir des images, c'est pas forcément abstrait. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir pourquoi cette image, elle résonne en nous et à quelle valeur elle fait écho. Mais je me permets juste de nuancer. Une image, c'est quelque chose de concret. Mais un exemple, par exemple, que c'est plus simple. Dans un stage, on a eu un participant qui, dans la phase, cette étape que vous avez commencé, elle avait écrit, entre autres choses, « J'aimerais avoir un jardin zen ». Pour moi, c'est génial comme définition de qu'est-ce que c'est un rêve. Parce que c'est super personnel. Personne d'autre sait qu'est-ce qui veut dire ça. Après, quand on creuse un peu plus, on sort qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Donc pour elle, un jardin zen, c'est un lieu où elle peut se promener à poil, un besoin d'intimité, un besoin d'harmonie, de beauté, un besoin de calme, un besoin de lieu pour se reposer, être tranquille, une sorte d'hamac, un truc comme ça. Donc là, c'est déjà des besoins. D'accord? J'ai un besoin d'intimité, j'ai un besoin de calme, un besoin de beauté. Mais le rêve est beaucoup plus abstrait. Le rêve, c'est jardin zen. Et après, on fera les liens entre rêve, besoin et éléments ou actions concrètes. On prend les mêmes exemples. J'ai un jardin zen comme rêve. On solde de ces besoins que dans tout ensemble, il y a un besoin d'intimité. Parce que j'ai un voisin à 200 mètres et je veux me promener à poil. Donc l'action ou élément concret que je vais mettre à la fin dans mon conception, dans mon design, c'est quelque chose pour combler ces besoins. Donc là, on fera la pluie d'idées, l'analyse de dire, bon d'accord, pour combler ces besoins d'intimité, qu'est-ce que je peux faire en fonction des ressources, de toutes les analyses qu'on a fait hier. Est-ce que je mets une haie de quoi, une haie de quelle hauteur? Est-ce que temporellement, avant qu'il pousse la haie, je vais mettre un treillis, un paillis, je ne sais pas quoi, un mur en botte de paille, je ne sais pas. Mais ça sera très très concret déjà, mais partira d'un besoin qui à son tour part d'un rêve. Vous voyez l'histoire, la progression? Il ne faut pas se manger des étapes. Il ne faut pas commencer à dire « je rêve d'avoir un mur de paille qui me sépare de mon voisin ». Non, ce n'est pas un rêve ça. D'accord? Ok, donc si c'est clair, on vous donne... 10 minutes, 5 minutes, quelle heure est-il? 5 minutes. Là, l'idée, c'est juste que chacun se prenne un petit temps perso. Si on vous a demandé de prendre une feuille et un stylo, c'est pour s'obliger un petit peu à se focaliser, en fait. Comme disait Joanne, vous pouvez écrire des phrases, vous pouvez écrire des mots, vous pouvez dessiner. C'est juste que la pensée, elle a tendance par nature à
se disperser, partir dans tous les sens. Et le fait d'écrire, de faire quelque chose, voilà, ça aide à se focaliser. Et donc voilà, prenez 5 minutes pour rêver. Votre projet, vous avez tous un projet, vous êtes venus là parce que vous avez un projet. Voilà, quel est le rêve que vous poursuivez? C'est quoi le moteur de ce projet? Il y en a pour qui ça va être facile, il y en a pour qui ça va être difficile. C'est ça justement l'intérêt, c'est de découvrir ça. Est-ce que c'est évident? Est-ce que c'est très complexe? Voilà, essayez de prendre quelques minutes pour concrétiser votre rêve sur une feuille de papier. Si vous voulez sortir, vous promener, faire comme vous voulez. Carte libre. 5-10 minutes. Un outil qu'on utilise beaucoup avec Joanne, quand je dis beaucoup, c'est qu'au moins une fois par an, on s'assoit tous les deux et on reprend cette liste et on fait un travail avec. C'est cette liste de besoins humains fondamentaux, voilà, qui a été définie par Marshall Rosenberg, le papa de la communication non violente. En communication non violente, c'est aussi tout ce travail justement de gratter. Non, en communication non violente, on part des sentiments. Donc déjà, voilà, essayer d'identifier comment on se sent dans une situation donnée. Je vous disais, voilà, on va visiter un lieu, on ressent certaines choses. Déjà, identifier ses sentiments. Et un des postulats de la communication non violente, c'est que ces sentiments, ils sont forcément en lien avec des besoins comblés ou non comblés qui sont sous-jacents, qui ne sont pas toujours faciles à identifier. Mais voilà, l'idée, c'est que ce qu'on voit, ce qui génère cette émotion, c'est qu'un détonateur, mais vraiment le moteur profond, ce sont les besoins. Et il a fourni cette liste qui est assez longue, et qui, à mon sens, est très utile parce que lorsqu'on parle des besoins fondamentaux, en général, c'est quoi les premiers qui viennent à l'esprit? Manger, se couvrir, boire, voilà. Bon, et c'est des besoins super importants. C'est pas pour rien que la permaculture, elle se centre beaucoup sur l'activité agricole et sur la production agricole. Parce qu'effectivement, un besoin fondamental qu'on partage tous, c'est la nourriture. Et j'ajouterais même une nourriture de qualité et une vraie nourriture. Il manque respirer. Hein. Il n'y a pas air? Si, il y a air. Ah, pardon. Ah, ben voilà. Marshall Rosenberg, il a pensé à tout. Mais voilà, donc ça c'est un peu la famille des besoins physiologiques qui sont très importants. On voit, il y a la nourriture, l'air, l'abri, l'expression sexuelle, le repos, le mouvement, l'exercice, le toucher, le contact physique et la protection vis-à-vis des menaces extérieures, prédateurs, insectes, bactéries, etc. Mais il y en a plein d'autres. Cette liste aussi, alors cette liste elle est assez ancienne, hein. Marshall Rosenberg c'est pas tout récent, d'ailleurs il est décédé il y a quelques années. Mais je voudrais mettre ça en relation aussi avec ce qu'on disait hier, de travailler avec la nature, travailler avec notre nature. Il y a quelqu'un qui l'a dit, que c'était aussi être attentif à sa santé, à son corps, mais c'est aussi être attentif à tout cet ensemble de besoins. Et il y a un domaine qui a fait beaucoup de progrès dans les dernières années et qui, à mon sens, nous éclaire beaucoup dans cette réflexion-là, c'est tout ce qui a trait à la neurobiologie. Voilà. Travailler avec la nature, c'est aussi travailler avec la nature de cet organe absolument incroyable dont le développement nous distingue de la plupart des autres espèces animales, c'est notre cerveau. Et voilà, l'étude de notre cerveau, ça nous a appris plein de choses. En particulier, tout ce qui est du domaine de l'interdépendance, de notre lien aux autres. Là, comme vous voyez, c'est là où il y a le plus gros paquet de besoins. Et c'est pas un hasard, c'est qu'on est un animal fondamentalement social. Après, vous pouvez être plus ou moins solitaire, plus ou moins dépendant des autres. Mais au niveau neurobiologique, le centre dans le cerveau qui est activé lorsqu'on vit une situation d'exclusion, quand on se sent rejeté par les autres, c'est le même centre que celui de la douleur physique. Et ça, en fait, ça s'explique très facilement par l'évolution. L'être humain, il y a quelques milliers d'années, c'est-à-dire pendant la plus grande partie de notre vie en tant qu'espèce, si on était exclu du groupe, c'était une sentence de mort. D'accord ? Donc aujourd'hui, même si on dit ouais, je suis dans une société complètement individualiste et j'ai besoin de personne, voilà, notre cerveau, notre corps, il ne fonctionne pas comme ça. Et on a tout un paquet de besoins dans cette famille d'interdépendance. Besoin d'acceptation, d'amour, l'appartenance communautaire, l'appartenance à un groupe, à une tribu, appréciation, confiance, chaleur humaine, empathie, proximité, un besoin de sécurité. Là, on peut mettre plein de choses. Il y a la sécurité affective, la sécurité matérielle, le respect, le soutien. Ce que Marshall appelle la contribution à l'épanouissement de la vie.
C'est un peu la possibilité qu'on a de mettre nos talents au service de quelque chose qui nous paraît utile, sentir qu'on contribue, c'est un besoin aussi. Et un besoin d'honnêteté, de sincérité dans nos relations avec les autres. Tout un tas de besoins. Et il y en a encore d'autres. Il a défini le jeu comme une catégorie de besoins fondamentaux. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié ces dernières années en neurobiologie. Alors, c'est le jeu au sens vraiment de ce qui déclenche de l'enthousiasme dans l'être humain. Et ça, c'est le moteur fondamental d'apprentissage. Donc là aussi, je vous invite à ne pas voir le jeu comme le jeu, c'est des enfants, c'est ce qui n'est pas sérieux, et ça s'oppose au travail, ce qui est sérieux, ce qui est des adultes. Ça, c'est une construction complètement culturelle et très artificielle, en fait, qui est aussi basée sur une vision de l'enfant comme un être fondamentalement différent de nous, ce qui est faux. Donc voilà, et dans le jeu, il y a différents besoins. Le besoin de rire, le besoin de fête, de divertissement, le besoin d'amusement, le besoin de détente. Après, voilà, il y a la famille des besoins communion spirituelle, beauté, harmonie, inspiration, ordre, paix. Ce qui est du domaine de l'intégrité, on peut rapprocher aussi un peu de l'autonomie. Autonomie, c'est la liberté de choisir ses rêves, ses projets et ses valeurs. Comme on le disait tout à l'heure, c'est une liberté qui n'est pas souvent respectée ou comblée dans notre modèle social. Et dans un deuxième temps, la liberté de choisir son plan d'action pour réaliser ses rêves, ses projets et ses valeurs. Dans l'intégrité, on a des besoins d'authenticité, de créativité, estime de soi et recherche de sens. Et enfin, il y a la famille, il y a des besoins de l'ordre de la célébration. La célébration de la création de la vie et des rêves réalisés. Et le deuil, aussi comme un besoin fondamental. Le deuil des êtres chers, des ambitions déçues, de ce qui n'a pas marché. Donc l'idée, maintenant, c'est prenons le temps pour regarder bien la liste et essayer de noter. Et c'est un truc complètement personnel, où on ne va pas les partager, sauf si vous voulez. Notez les besoins qu'à jour d'aujourd'hui vous considérez qu'ils ne sont pas comblés. L'idée, c'est un peu de se poser la question pour chacun de ces besoins. Est-ce que dans ma vie d'aujourd'hui, ce besoin, il est plutôt comblé ou plutôt pas? Ou je sens que là, vraiment, il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose à approfondir. Donc, et on vous invite à, si vous voulez, à noter ceux sur lesquels vous voudriez mettre l'accent, vous sentez qu'au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas comblés. 5 minutes. Ça change de... C'est une façon de parler. Avant qu'on continue, est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaiteraient partager un peu comment ils ont vécu cet exercice et cette première partie de la matinée? Obligatoire, hein. Nous, on continue. Moi, je trouve ça difficile. Je sais pas. Moi, je trouve ça très difficile en fait parce que je suis dans une période de. Moi, je me sens en chantier avec moi-même en fait. Donc, un peu par rapport à mon passé, par rapport à mes expériences. Dans une phase où justement, j'essaie de prendre du recul sur un peu ce qui m'est arrivé. Et d'essayer de me recentrer justement sur moi et mes propres besoins, du coup c'est ce genre d'exercice vraiment pas évident quoi. Mais je trouve ça très bien en fait, et après d'essayer de s'exprimer là-dessus, ça c'est vachement aidant quoi. Voilà. Comme disait l'autre jour, il ne faut pas penser qu'il faut arriver à un état de paix, zen, nirvana parfait pour pouvoir commencer dans tous les restes du travail. Mais en tout cas, c'est un chantier, comme tu dis, qu'il ne faut pas oublier, jamais, qu'est là. Ouais. Tu vois, pas fermer le chantier pour dire non, c'est trop compliqué, les budgets très élevés. Il va les laisser là. On va faire d'autres choses. Je vais dire juste une chose que j'ai remarqué sur les besoins physiologiques, je m'étais rendu compte que vraiment à la ville, il y avait vraiment des choses qui n'étaient pas remplies, quoi. L'abri déjà, dans les appartements ça n'a pas de sens, l'air on n'en parle même pas, la nourriture c'est un peu compliqué parce qu'on l'achète toujours dans des magasins et le reste après c'est lié à la qualité même de ce qu'on vit dans la ville. C'est assez logique qu'on vienne s'installer à la campagne. Ça t'a renforcé dans ton projet. C'est des ambiances très austères. Oui, moi je trouve que la matinée était cool.
Les jeux. Merci Petite Rémi. dynamique. Pas eu trop de jeux. Et puis, Comment c'est vrai que là, on a cité des besoins qui restent malgré leur nombre énorme. Et c'est vrai que moi, je suis dans une démarche depuis plusieurs années. J'ai fait un voyage de citadin au début à vélo sur une dizaine de pays à peu près. Et au début, j'avais 40 kilos sur moi. Ce qui est énorme pour un débutant à vélo en plus. Et au bout d'un mois, je me suis dit, mais putain, c'était vraiment dur et lourd. Et j'étais pas habitué. Et donc j'ai trié dans mes affaires, j'ai besoin de quoi? De tout ce que j'ai. Et finalement, je suis resté avec 12 kilos. 12 kilos pendant pratiquement 1 an et demi. Et depuis, je sais qu'on n'a vraiment pas besoin de grand-chose. Je suis rentré chez moi, pareil, je me suis débarrassé de 2 tiers de mes affaires. Maintenant, mon appart est quasi vide. Bientôt, tu pourras pouvoir te débarrasser de ton appart. Exact, oui, c'est le but, justement. Voilà, un peu l'idée ça. Mais c'est très bien la réflexion que tu as faite parce que ça nous permet de voir cette erreur de langage commun qu'on a sur le fait qu'on a des besoins qui sont matériels, comme tu disais, de ces trucs de bagages. Dans tout bagage, il n'y avait rien qui était des façons de combler des besoins que tu avais là. C'est comme les mecs à jour d'aujourd'hui se promènent dans une 4x4 par Paris. Dans Paris, oui. Ce mec est en train de combler plein de besoins différents au-delà du transport, qui théoriquement seraient les besoins à combler avec une automobile. Est-ce qu'il pourrait combler ces besoins autrement et d'une façon plus efficace et sans faire chier à tout le monde avec son histoire? Donc ça, c'est un peu l'objectif, l'idée et la réflexion. Bon. Mais voilà, et donc ça nous amène aussi à creuser. Si je dis j'ai besoin d'un 4x4, en fait j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de transport, j'ai besoin de reconnaissance à l'intérieur de mon groupe social, j'ai besoin de l'été quand je vais chez mon père, l'aider à déplacer les ruches sur des terrains, j'en sais rien, mais voilà, voir vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière un objet, quels sont le ou les différents besoins qu'il y a derrière un objet. Et si au final il n'y a que le besoin de transport, bah voilà, on peut ouvrir le champ des possibles et se dire, bah en fait il y a le vélo, il y a le métro, il y a... De toute façon. Bon. Aussi, l'idée était qu'avant de partager tout ça entre vous, de faire un point sur les besoins non comblés à jour d'aujourd'hui. On parlait des outils ou des petites stratégies qu'on peut créer pour voir si on est dans la bonne ligne, si les rêves, vraiment, est un rêve à nous, ou c'est un rêve prêté, c'est un rêve inculqué, c'est un rêve inculqué, on dit ça? Ouais, je comprends. Donc, posez-vous la question, est-ce que les rêves que vous avez tracés ou les premières traces de ces rêves vont dans la ligne de combler ces besoins qui à jour d'aujourd'hui ne sont pas comblés? Simplement ces petites questions, répondre à ça, peut être un bon exercice et voir si on est dans la ligne, dans la bonne ligne. Parce que parfois vous verrez qu'il y a des choses qui ne collent pas. Et là, vous commencez à vous poser des questions. C'est beaucoup plus facile d'analyser de ça, à jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui me manque, qu'essayer de faire cet exercice de rêver en abstrait, parce que parfois on n'est pas habitué, et du coup on commence à faire des choses qui sont patchwork, entre des choses que j'ai vues, que quelqu'un m'a dit, de mon éducation, de la pression sociale, nanana, et j'ai créé ce truc, pareil que c'est mon rêve, mais en fait, si je le matérialise, va pas me solutionner mes besoins non comblés. Là, il y a un truc qui ne colle pas. D'accord? C'est un petit truc qui peut vous aider à savoir si vous êtes dans le bon chemin. On fait peut-être une petite pause? D'accord? Donc, si vous voyez à côté, il y a un côté d'auto-analyse, des ressources. Dans la première étape de Reading, déjà, c'est les ressources. Donc, on va se centrer maintenant dans une petite liste, une chose qui peut vous aider à analyser vos ressources personnelles. Et moi, qu'est-ce que j'ai avec moi dans mon sac? Donc, ce que je sais faire, c'est que je suis. Donc, toutes ces parties des compétences, d'expérience, maintenant très centrées dans l'activité, par exemple, agricole. On se trouve souvent avec des gens qui veulent démarrer une activité
agricoles, par exemple des maraîchages, mais qui jamais vont planter un seul radis dans sa vie et que tout de suite vont partir dans une échelle commerciale. Bien sûr, motivés pour toute une machine d'une chambre d'agriculture qui te pousse au plus possible, on te donne les moyens, il y a la DGA, compagnie, et voilà. Donc, c'est un peu juste essayer d'être vraiment sincère avec ça et essayer de caler les rythmes de travail avec ça. L'expérience, exactement pareil, super important. C'est pas seulement ce que dans les plans théoriques je sais faire, sinon ce que j'aime tester à faire. Les trucs théoriques, moi je sais faire. Et bon, et après toute une série de points qu'on a touchés, que particulièrement centrés notre fois dans l'activité agricole, on pense que c'est super important de se poser ces questions. Des qualités fondamentales qui peuvent vraiment déterminer la réussite ou les difficultés qu'on peut rencontrer lors de nos projets. Après, ce que je suis, évidemment, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est aussi important de sortir des étiquettes, de dire non, moi je suis pas constant, moi je suis pas organisé, ou au contraire, moi je suis super créatif. Mais bon, quand même, si on prend le temps de s'observer, de s'analyser, on sait qu'on a des choses qui nous coûtent plus ou moins, qui sont plus ou moins faciles, ou pour lesquelles on a plus ou moins de difficultés. Et c'est très très important de prendre ça en compte. Les activités agricoles, d'ailleurs, ne demandent pas toutes les mêmes qualités. Le maraîchage, par exemple, c'est une activité qui demande des grosses facultés d'organisation. On dit organiser, parce qu'on doit gérer plein de choses en même temps, plein de cultures qui ont toutes des cycles différents. L'élevage, on est plus focalisé. Ça ne va pas être les mêmes qualités. C'est des généralités, hein, mais... Ça dépend quel genre d'élevage aussi. Oui. Ça dépend... c'est pas la même chose faire poulet viande, faire des broilers en 80, je sais pas combien de jours. Tu travailles avec des broilers? Avec des broilers, la race super sélectionnée pour faire des viandes. Je ne sais pas si en français ça se dit comme ça, broiler. C'est le typique poulet blanc. Ah oui. Non, tu travaillais pas avec ça. Bon, voilà, c'est pas la même chose. J'ai travaillé dans notre vie, quand j'étais veto. On était dans des granges d'élevage comme ça. Et là, c'est une activité. Tu travailles 4 mois, tu les mets tout dans les trucs, tu le fais, boum, tu les vends, cash. L'argent, c'est toute une série de fonctionnements complètement différents. Les maraîchages ont des caractéristiques super particulières et nous, parce que c'est le domaine un peu qu'on touche, même si on ne se définit pas comme maraîcher, il y a pas mal de gens qui viennent dans des formations ou en stage qui veulent faire ça. Et on voit que par exemple, cet point est clair que le point faible un peu de toute l'histoire, parce qu'il faut vraiment être très organisé, parce que c'est un système de culture où tu vas travailler avec une diversité, qu'il y a peu d'activités agricoles qui jouent avec une diversité tellement grande, et diversité ça veut dire égal à connaissance, information de toutes ces différences qu'il y a, des cycles, de gestion, de maladies, de fertilité, etc. etc. Une autre chose, par exemple, qui peut être très important, c'est ça, ce qui est autour de la communication ou de la vente. On peut être très très organisé, très constant et produire des super légumes, mais après, au moment de les vendre, on déteste ça, on est très mal à l'aise, on ne sait pas communiquer, et du coup, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher si on a prévu de le faire soi-même. Donc, en tout cas, on va designer, on va planifier l'activité en prenant ça en compte. Pour ne pas se trouver par exemple comme un gars qui a passé par ici, qui à niveau producteur était super bien, mais il détestait faire les marchés. Mais son système avait été conçu pour faire une vente directe, locale, circuit court, etc., etc. Du coup, il devait être face du client. Et tout marchait super bien, moi sans ce point-là, parce qu'il n'avait pas prévu suffisamment à l'avance. Mais c'est un point faible de beaucoup de... Enfin, j'ai remarqué comme ça aussi de beaucoup de gens qui se lancent dans l'activité de maraîchage. C'est vrai que la commercialisation, on n'est pas... Ouais, moi, je vois aussi dans les prestations de services, des tas de gens qui savent très bien faire ce qu'ils font, mais au moment vraiment de se vendre, ils n'y arrivent pas, ça les met très mal à l'aise, et donc voilà, ils gardent toutes leurs belles compétences pour eux, quoi. Voilà, on ne va pas rentrer plus dans les détails, mais encore une fois, on en revient encore à la zone 0-0, vraiment connaissance de soi. Et si vraiment,
encore une fois, on n'est pas figé. Donc si on voit que c'est très très important dans la vision globale de notre projet de développer telle ou telle qualité, ben, on va mettre en œuvre plein d'énergie, de moyens et de temps pour s'améliorer sur tel ou tel point. Et maintenant, dans les prochains exercices, que vous allez travailler en groupe déjà, et il y aura un cas réel avec une personne physique réelle en face de vous, et vous devez faire ce travail un peu d'accompagnement. Essayez de garder en tête tout ça. Poser des questions pour voir si vraiment les trucs que la personne vous est en train de dire que c'est son rêve, essayez de sortir aussi ses caractéristiques à la personne pour voir aussi si ça colle bien. D'accord ?